Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous allez bien? Ça va mieux? Non, je me suis... C'est Comment? ma voiture? Oui. Ça fait deux mois qu'elle est là. Vous vous rappelez pas? On s'était vu sur le brancard? Non. Je vous avais dit que je vous la réparais, vous faites pas de soucis. Vous êtes là depuis quand? Ça fait 2 ans qu'on est là. Ça fait 2 ans que je suis ouvert. Je suis venue souvent? 2-3 fois, oui. Il y a beaucoup de monde qui vient de Pierre-Bénite? Des Bleus, tout ça, chez vous? Ça commence, ouais. De bouche à oreille, ça va vite. C'est la publicité, c'est la meilleure publicité qu'on peut avoir. Et puis tu vois, c'est comme ça que tu es venu. Je me permets de te tutoyer. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais c'est comme ça que tu es venu. C'est comme tu me connaissais quand j'étais petit. Tu as vu que je travaillais bien, c'est pour ça que tu es venu ici. J'ai préféré m'installer sur Pierre-Bénite parce que je connais du monde et puis que les gens me connaissent bien. Et puis en plus de se lancer, il faut se lancer dans la vie parce que maintenant c'est dur. Mais si tu n'as pas de volonté, tu fais plus rien. Et votre garage, c'est une histoire de famille? Non, non, moi j'ai monté ça tout seul au départ. Tu vois, c'est quand même un choc assez violent parce que le capot, comme il s'est tordu et au niveau des longerons, c'est quand même le gars en face, il devait arriver assez vite. Puis t'as tapé quand même le pare-brise. Et autrement, t'aurais pu avoir plus mal parce que, tu vois, comme t'avais ta ceinture de sécurité, et ben ça t'a retenu, mais quand même t'as touché un peu le pare-brise. Alors c'est pour ça, mais t'aurais pu avoir plus de dégâts que ça. Et, une voiture ça se remplace, mais une vie ça se remplace pas, quoi. Tu vois? Mais une voiture, c'est pas grave, hein. La voiture, ça se change. Je vois que tu réfléchis. À quoi tu penses? C'est un vide, un grand vide. Ouais. Avant les constructions, justement, qu'est-ce qui... Avant les constructions de... Bah là, il y a... qui existent actuellement, quoi. Benoît Franchon... Eh bien, alors, avant les constructions, derrière chez moi, ici même, là, on avait c'était un château, c'était, disons, une villa cossue. C'était un fabricant de la moutarde Jacquemin. Enfin, vous n'avez pas connu ça, entre-temps, ils ont fait faillite, mais disons que pendant des décennies, ils ont eu une certaine essence, quoi. Et ils avaient ce grand jardin, là, qui est derrière nous, où on a construit depuis l'école d'Autroche. L'école maternelle, l'école d'Autroche à droite, là, qu'ils ont bien agrandi. Mais auparavant, c'était un terrain agricole. Ils faisaient des blés, ils ramassaient les blés avec une machine moderne, vous savez, bon, et que dire de plus C'était ce qu'on appelait des domaines. C'est-à-dire une certaine superficie, celle du château d'Autroche, était bien plus importante, encore une dizaine d'hectares. Alors les propriétaires, bien sûr, faisaient valoir ces domaines en agriculture, et ils avaient pour cela un fermier ou bien des métayers qui faisaient produire cette terre. Vous voyez, cette exploitation agricole, on faisait aussi non pas de la culture uniquement maraîchère, mais l'exploitation agricole était faite pour vivre un peu en circuit fermé. Alors, on appelait d'ailleurs, à cette époque, c'était des cultivateurs qu'on appelait dans l'ensemble des jardiniers. Le terme de maraîchage est venu plus tard, qui était réservé aux exploitations cultivant dans les marais, mais à Pierre-Bénite, c'était des jardiniers.
Alors on part tôt le matin, on va au marché-gare acheter nos légumes et on s'installe sur la place. Mais Alors vous êtes commerçant. Ouais, oui. Oui. Tous les maraîchers de Pierre-Bénite, je vous signale, ne vendaient aucun légume à Pierre-Bénite. Ils vendaient tout, non pas au marché-gare, mais au marché Saint-Antoine, le marché des Célestins. C'était là où le commerce des maraîchers se faisait. Alors, quand on a séparé le marché de Saint-Antoine, qu'on l'a fait disparaître au niveau marché de gros, le marché des tailles est resté, c'est là que le marché-gare est venu et s'est installé, où les producteurs ont eu leur place. L'origine, voyez-vous, c'est la verrerie qu'il y avait à Pierre-Bénite, une verrerie royale, qui était chauffée par le bois qu'on récoltait dans les îles. Et quand Rive de Gier a reçu le charbon de Saint-Étienne, les verreries de Givors étaient bien mieux placées pour faire leur verre, qu'il fallait beaucoup de charbon, ça coûtait moins cher et ça chauffait mieux. Alors cette verrerie a fermé. Et la verrerie de Pierre-Bénite était surtout un peu spécialisée pour faire ce qu'on appelle les bonbonnes en verre. Ils ont eu l'idée de casser le fond de ces bonbonnes, voyez-vous. Puis ils les ont mis sur le terrain, ça fait exactement le même truc que les cloches à Paris. C'est là que les premiers maraîchers ont commencé à concevoir des vitres, on appelle ça un châssis, en bois, avec des verres, 4 mètres de long, 80 cm de large, ou 90 ou 1 mètre. Le gros avantage, c'est que ces petits machins, on pouvait mettre des cultures forcées dans tout le jardin parce qu'on les emmenait à la main. C'était alors un truc spécial à Pierre-Bénite, avec en plus qu'on avait l'eau. C'est à ce moment-là que tout le monde a mis l'eau dans son jardin pour pouvoir arroser. Et d'ailleurs, du fait qu'on avait de l'eau très près, même les maisons particulières indépendantes, qui n'étaient pas jardinières, on se servait de l'eau par un puits directement dans le Rhône. Voyez-vous, jusqu'à 1939, les habitants de Pierre-Bénite, on était à environ 3500. Voyez-vous. Sur ces 3500, en 1900, bon, bien avant la guerre, il y avait à peu près 100 maraîchers. Hein, je ne vous donne pas exactement parce que j'ai jamais pu le faire, une centaine de maraîchers. Entre les deux guerres, entre 14 et 39, parce qu'il y en a qui sont morts à la guerre, il y en a qui n'ont pas recommencé, on était 70. Et tout de suite après la guerre, la dernière, celle de 39-45, j'étais à ce moment-là président du syndicat, je m'occupais, donc j'étais bien au courant, nous étions 42. Voyez-vous, 42 sur ce petit bout de Pierre-Bénite, dans lesquels ces 42, j'ajoute un petit coin d'Irigny qu'on appelle Ivour, voyez-vous, mais dont les cultivateurs d'en bas étant maraîchers ne s'entendaient pas avec les cultivateurs d'en haut qui faisaient un peu d'élevage, qui faisaient des fruits, qui faisaient tout le bazar, et ils venaient avec nous. J'ai été voir M. Relachon et il m'a un peu raconté l'histoire des maraîchers avant les années 70, mais après, qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre-Bénite? Depuis 70. On peut dire depuis 70, donc 70, 80, c'était bon, la fin de la boom économique. C'était, les gens connaissaient très peu le monde du chômage. On construisait, les usines tournaient, et donc Pierre-Bénite a été d'un des acteurs économiques aussi de l'époque. Donc on est arrivé à un élargissement de Pierre-Bénite, donc simplement un petit village de la Grande Selon-Gros, s'élargit à des quartiers. Par exemple, Haute-Roche 1, qu'on appelle aujourd'hui les Haute-Roche 2, c'est les Bleus. L'endroit où il y a les grilles, c'était un terrain vaste où il y avait des chalets. Et ces chalets, c'est l'histoire du barrage de Pierre-Bénite. Donc quand on a aménagé tout le long du Rhône, donc il fallait, parce qu'avant avant le barrage, le Rhône inondé jusqu'à ici, jusqu'au sud du jardin d'Ivour. Canet, c'était inondé. La Solée, par exemple, c'était inondé. Et les gens allaient chez eux en barque, c'était un peu Venise. Les Pierre-Bénitins se baignaient là comme ceux qui vont dans une piscine à l'époque, mais maintenant il n'y a rien à Pierre-Bénite. Si on peut se baigner vers Irigny, là-bas, vers le barrage. Mais, enfin, mais là, vous voyez, les Pierre-Bénitins, mais comme si c'était une plage à Nice ou ailleurs, vous voyez, on les voit bien là sur la photo. On peut dire qu'à Haute-Roche, par exemple, à la limite de Pierre-Bénite et Irigny, le Rhône, en temps de crue, faisait 1 kilomètre de large.
Qu'est-ce que vous pourriez me raconter autour du barrage? Ce que le barrage a emmené sur Pierre-Bénite? Ben, le barrage a été décidé lorsqu'on a voulu faire du Rhône un fleuve à la fois de commercialisation, de production d'électricité et d'irrigation des terres agricoles. Pourquoi on a construit cet aménagement? Parce que là, c'est pas uniquement pour des besoins locaux, c'est qu'il y avait une volonté d'aménager, alors c'est une volonté générale d'aménager le fleuve et le rendre navigable en particulier, d'utiliser son énergie et de la transformer en électricité, et puis à certains endroits d'utiliser l'eau pour faire de l'irrigation. Donc il y a une compagnie qui a été créée, la Compagnie nationale du Rhône, qui a été créée en 1921, l'idée date du début du siècle, qui était de créer une compagnie qui aménagerait tout le fleuve. Donc on a construit Génissia tout au nord, on a construit des barrages plus au sud, et Pierre-Bénite est venu en 4e ou 5e position, et a été construit entre 62 jusqu'à 66. La mise en service était en 66. Alors l'aménagement, c'est endigué, c'est un barrage qui va couper le débit du fleuve quand il y a peu d'eau. Et puis l'autre partie qui est l'usine ici avec la production d'hydroélectricité. Là on a 4 turbines de 20 MW et l'écluse là qui est juste en face du port Édouard Herriot. Deux premiers responsables de cet aménagement ont été messieurs Botel et Queneau, mon père, qui sont arrivés ici en 65 et qui ont commencé avec une équipe à exploiter cet aménagement. À cette époque-là, Pierre-Bénite était beaucoup moins construit, il y avait beaucoup moins d'immeubles, beaucoup plus de maraîchers. L'apparence de la ville de Pierre-Bénite, c'était plus un petit village avec des magasins dont les façades étaient encore en bois. Maintenant, moi j'étais à cette époque-là assez jeune, j'avais une douzaine d'années, donc mes souvenirs sont assez limités, mais je me rappelle plus d'un petit village et il est vrai que la région a beaucoup changé. Fragment de mémoire.